L'Iran résiste, comment Téhéran met l'empire américain en échec ou viral? Imaginez un combat de boxe où l'un des adversaires pèse 120 kg, a les bras plus longs, et s'entraîne avec les meilleurs coachs du monde. L'autre pèse 60 kg et n'a pas touché un ring depuis 10 ans. Normalement, le combat dure 2 rounds, chaos technique, tout le monde rentre chez soi. Mais si le petit boxeur encaisse tous les coups, esquive, et tient 10 rounds sans tomber, qui a vraiment gagné? C'est exactement ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. Et ce que les médias mainstream ne vous disent pas, c'est que l'Iran est en train de réécrire les règles de la guerre moderne. Restez avec moi, on va décortiquer ensemble pourquoi l'armée la plus puissante du monde est en train de s'enliser. La stratégie iranienne, ne pas vaincre, survivre, ce que les analystes occidentaux n'ont pas compris. Depuis le 28 février 2026, nous assistons à un spectacle géopolitique fascinant. Les forces américaines et israéliennes ont frappé fort, très fort. Des centaines de sites militaires iraniens ont été bombardés. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué dès les premières frappes avec une partie de son état-major. Sur le papier, l'Iran aurait dû s'effondrer comme un château de cartes. C'était le calcul de Washington et de Tel Aviv. Mais la réalité du terrain raconte une histoire radicalement différente. L'Iran ne cherche pas à vaincre les États-Unis dans une bataille rangée conventionnelle. Ce serait absurde. La puissance militaire américaine est sans équivalent, 11 porte-avions, des milliers d'avions de combat, un budget de défense qui dépasse celui des 10 pays suivants combinés. Alors que fait Téhéran? Il applique une stratégie de résilience et d'endurance, préparée depuis des années par les gardiens de la révolution. Les commandants iraniens l'avaient anticipé, une confrontation directe avec Israël finirait par attirer les États-Unis. Le scénario s'est répété, avec une ampleur décuplée par rapport à la guerre éclair de l'été 2025. Mais au lieu de paniquer, l'état-major iranien a activé des protocoles conçus spécifiquement pour ce moment. La clé? Une structure de commandement décentralisée. Chaque unité, chaque commandant local dispose de listes de cibles préautorisées. Les réseaux de communication peuvent être coupés, les chefs éliminés, la machine continue de tourner. C'est ce qu'on appelle la défense en mosaïque décentralisée. Vous coupez une tête, 10 autres reprennent le combat. Les frappes continuent de pleuvoir sur les bases américaines au Qatar, aux Émirats, au Koweït, parce que personne n'a besoin d'attendre un ordre venu d'en haut pour agir. La résistance populaire, ce grand oublié des médias. Autre pari perdu par les stratèges américains, l'appel au soulèvement populaire. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont passé les premiers jours de la guerre à exhorter les Iraniens à reprendre leur pays. Ils rêvaient d'un scénario à la libyenne, d'une foule en liesse accueillant les bombes comme des missiles de la liberté. Raté. Des milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues, mais pas pour célébrer la mort de Khamenei. Pour pleurer leur mort. Pour enterrer dignement les 165 écolières tuées par les frappes. Pour défiler avec les portraits du guide défunt et scander « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ». Bien sûr, il existe une opposition au régime des mollahs. Les manifestations de janvier 2026 sur le coût de la vie l'ont prouvé. Mais entre contester votre gouvernement quand il vous écrase et vous ranger du côté de l'armée étrangère qui bombarde vos écoles, il y a un océan que les experts de Washington n'ont pas mesuré. La CIA, désespérée de voir son pari échouer, est aujourd'hui en discussion active avec des groupes kurdes armés pour tenter de déstabiliser le pays par le nord. Une stratégie désespérée qui risque simplement d'élargir le conflit et de fragmenter davantage la région. Travailler avec les séparatistes kurdes quand la Turquie, alliée officielle de l'OTAN, considère ces mêmes groupes comme des terroristes? Le grand jeu américain devient un jeu de dupes. L'arme secrète de l'Iran, la guerre économique à 20 000 $, le missile à 4 millions contre le drone à 20 000 $, parlons chiffres, parce que c'est là que la réalité dépasse la fiction. Le drone Shahed 136, joyau de l'industrie aérospatiale iranienne, coûte entre 20 000 et 50 000 $ à produire. C'est une petite machine volante, avec un moteur de tondeuse à gazon, une charge explosive de 40 à 50 kg, et une autonomie qui lui permet de parcourir 2000 km. Technologiquement, c'est rustique. Les systèmes de défense américains comme le Patriot ou le THAAD, eux, sont capables d'abattre ces drones avec un taux de réussite de 90 à 96%. Mais voilà le problème mathématique que personne n'avait anticipé, chaque missile Patriot coûte entre 3 et 4 millions de $. Parfois, il faut en tirer 2 ou 3 pour être sûr d'abattre un seul drone. Vous voyez où je veux en venir? L'Iran peut produire des Shahed en série, dans des ateliers semi-clandestins disséminés sur son territoire. Les États-Unis, eux,
doivent puiser dans des stocks limités de munitions à plusieurs millions de dollars pour défendre chaque base, chaque navire, chaque installation. Une attaque massive de 200 drones, c'est un investissement de 4 à 10 millions pour Téhéran. Pour la coalition, c'est 800 millions de dollars de missiles Patriot partis en fumée, si tout se passe bien. Le renseignement américain tire la sonnette d'alarme, cette asymétrie économique est en train de vider les stocks de munitions les plus sophistiqués de l'OTAN. Les États-Unis ont même été forcés de développer leur propre drone low-cost, le Luka, copié sur les modèles iraniens capturés, pour tenter de répondre à la menace. Ironie de l'histoire, l'élève dépasse le maître au point que le maître doit copier l'élève. Le détroit d'Ormuz, l'arme nucléaire économique. Mais les drones ne sont qu'une partie de l'équation. L'Iran possède une arme bien plus redoutable, et elle ne nécessite aucun lancement, le détroit d'Ormuz. Ce petit passage maritime, large de quelques kilomètres seulement, voit transiter 20% de la production mondiale de pétrole. Dès les premières heures de la guerre, la marine iranienne a fermé le détroit. Résultat immédiat, les prix du brut se sont envolés, les marchés financiers ont tremblé, et l'économie mondiale est entrée en zone de turbulence. L'Iran n'a même pas besoin de couler des tankers. Une simple menace crédible, quelques mines flottantes, des exercices militaires visibles depuis les navires marchands, et les compagnies d'assurance multiplient les primes par 10. Les pétroliers s'arrêtent. Le flux s'interrompt. L'Europe, déjà exsangue après 2 ans de crise énergétique, voit ses usines menacées de fermeture. Et qui va faire pression pour arrêter la guerre? Les pays consommateurs de pétrole. La Chine, l'Inde, le Japon, et même les alliés européens des États-Unis. C'est le calcul iranien, en jouant sur l'économie mondiale, Téhéran espère fissurer la coalition adverse de l'intérieur. Les frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït ne sont pas des actes de guerre gratuits. C'est un message adressé aux monarchies du Golfe, vous hébergez les bases américaines? Vous en subirez les conséquences. Faites pression sur Washington pour que ça s'arrête, ou vos tours continueront de brûler. L'Europe prise au piège, entre soumission et défi le réveil brutal. Jusqu'au 28 février, l'Europe regardait la crise iranienne depuis les gradins, confortablement installée dans sa neutralité de principe. Le 1er mars, un drone iranien s'est écrasé sur la base britannique d'Akrotiri à Chypre. L'Union européenne était soudainement devenue une cible militaire. Chypre, membre de l'UE. Un territoire européen frappé. Emmanuel Macron l'a immédiatement compris, cela exige notre soutien, a-t-il déclaré en ordonnant le déplacement du porte-avions Charles de Gaulle de la mer Baltique vers la Méditerranée orientale. Mais le réveil européen prend des formes très différentes selon les capitales. L'Allemagne, otage de sa dépendance énergétique passée et de son industrie exportatrice, appelle à la retenue d'une voix timide. Le Royaume-Uni, fidèle à sa relation spéciale avec Washington, suit le mouvement américain sans poser de questions. La France, elle, adopte une position plus nuancée, Macron critique ouvertement les frappes menées en dehors du cadre du droit international, tout en envoyant des rafales et des frégates protéger les alliés des États-Unis dans le Golfe. Mais c'est l'Espagne qui va créer la surprise. L'Espagne défie Trump, nous ne serons pas les vassaux de qui que ce soit. Revenons sur cet épisode qui a fait l'effet d'une bombe diplomatique. Le 28 février, Donald Trump active ses généraux. Il faut ravitailler les avions qui bombardent l'Iran. La logistique américaine repose en partie sur 2 bases dans le sud de l'Espagne, Rota et Morón, utilisées conjointement par les 2 pays depuis des décennies. La demande officielle arrive à Madrid, laissez-nous utiliser vos bases pour soutenir l'effort de guerre. Réponse du gouvernement espagnol, non. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albar, est catégorique, les bases militaires espagnoles ne seront pas utilisées pour quoi que ce soit qui sorte de l'accord avec les États-Unis et de la Charte des Nations Unies. Il qualifie les opérations américano-israéliennes des unilatérales. La fureur de Trump est immédiate. Il traite l'Espagne de terrible, l'accuse de refuser de consacrer 5% de son PIB à l'OTAN, et menace de cesser complètement les relations commerciales avec Madrid. Une déclaration de guerre économique pure et simple. Mais Pedro Sánchez ne plie pas. Sa vice-présidente, María Jesús Montero, lance la phrase qui restera « Nous ne serons certainement pas les vassaux de qui que ce soit. Nous ne tolérons aucune menace. » Le Premier ministre espagnol renchérit « Nous n'allons pas être complices de quelque chose de néfaste pour le monde, simplement pour éviter des représailles. » Le 5 mars, l'Espagne exclut même toute négociation avec Washington sur le sujet. C'est une décision souveraine, tranche Albar. Pourquoi ce courage soudain?
Parce que Madrid mesure le danger. En acceptant de servir de plateforme logistique aux bombardiers américains, l'Espagne passerait du statut d'observateur à celui de belligérant. Les bases de Rota et Morón deviendraient des cibles prioritaires pour l'Iran et ses alliés. Les représailles pourraient frapper le territoire espagnol. Et tout ça pour une guerre que le gouvernement espagnol considère comme illégale. La France et les autres, le silence des agneaux. Et la France dans tout ça? C'est là que votre remarque prend tout son sens, l'Espagne défie les USA, alors France non. Emmanuel Macron critique les frappes. Il rappelle que la France n'y participe pas. Mais dans le même temps, le Charles de Gaulle est redéployé en Méditerranée, les Rafales protègent les bases américaines au Qatar et aux Émirats, les systèmes de défense anti-aérienne français sont activés pour couvrir les alliés de Washington. Sur le fond, Paris dit une chose. Sur le terrain, Paris en fait une autre. Pourquoi ce double discours? La France a des intérêts colossaux dans le Golfe. Elle vend des Rafales et des frégates aux Émirats. Elle a une base militaire permanente à Abu Dhabi. Elle forme les forces qataries. Se désolidariser complètement des États-Unis sur le plan militaire, c'est prendre le risque de perdre des milliards de contrats et des décennies d'influence au profit des Chinois ou des Russes. L'Espagne, dont les intérêts économiques sont plus tournés vers l'Amérique latine et le Maghreb, peut se permettre une posture plus souveraine. Pas la France. Alors, qui a raison? La prudence discrète de Paris, ou le défi assumé de Madrid? La question mérite d'être posée. Comment arrêter cette guerre? Les pistes qui existent vraiment. L'échec de l'option militaire, reconnaissons une évidence, après plus d'une semaine de frappes intensives, les objectifs de guerre américains ne sont pas atteints. Objectif numéro 1, détruire le programme de missiles iranien. Les sites de production ont été touchés, c'est vrai. Mais les missiles, eux, continuent de pleuvoir sur les bases américaines. Les stocks étaient probablement dispersés, enterrés, protégés. Les chaînes de montage souterraines tournent encore. Objectif numéro 2, provoquer un changement de régime. L'appel au soulèvement populaire a lamentablement échoué. Au lieu de manifester contre Téhéran, les Iraniens manifestent contre les bombardiers étrangers. La CIA, désormais, mise sur les rebelles kurdes, une option risquée qui pourrait enflammer toute la frontière turco-iranienne et créer un nouveau foyer de guerre civile. Objectif numéro 3, sécuriser les alliés du Golfe. Résultat, le Qatar, les Émirats, le Koweït sont frappés quotidiennement par des drones et des missiles. Les monarchies du Golfe, terrifiées, commencent à douter de l'efficacité du parapluie américain. L'option militaire est dans l'impasse. La diplomatie, seul recours. Alors, comment sortir de ce bourbier? Les États du Golfe, premiers concernés, appellent à un retour au dialogue. Le Qatar a convoqué l'ambassadeur iranien pour protester contre les frappes sur son territoire, mais continue de plaider pour une solution négociée. L'Arabie saoudite, prudente, laisse entendre qu'elle pourrait jouer les médiateurs. Oman, historiquement neutre, rappelle que la porte de la diplomatie reste ouverte malgré les frappes sur son sol. L'Europe, par la voix de Kaja Kallas, haute représentante de l'UE, réclame une désescalade immédiate. Les experts de l'Institut d'études de sécurité de l'UE proposent 3 pistes concrètes, une coalition diplomatique élargie incluant les pays du Golfe, la Turquie, l'Inde, la Chine et le Royaume-Uni pour offrir une porte de sortie honorable à Washington et à Téhéran. Un sommet à Riyad ou à Istanbul pourrait poser les bases d'un cessez-le-feu. La sécurisation maritime par des moyens européens plutôt qu'américains. L'opération AGENOR, qui associe Européens et pays du Golfe, pourrait être étendue pour protéger le trafic sans impliquer directement les forces américaines, désormais considérées comme partie prenante au conflit. Un soutien concret au peuple iranien, pas aux factions armées. L'UE peut aider l'opposition démocratique iranienne par des moyens financiers, techniques et humains, sans tomber dans le piège de l'ingérence militaire qui a si mal tourné en Irak, en Libye et en Afghanistan. Le peuple iranien, clé de la paix durable. C'est peut-être le point le plus important. La solution ne viendra pas de Washington. Elle ne viendra pas de Tel Aviv. Elle viendra de Téhéran. Ou plus exactement, elle viendra du peuple iranien. L'opposition au régime des mollahs existe. Elle est réelle, profonde, et elle s'est exprimée avec force lors des manifestations de janvier 2026. Mais cette opposition refuse d'être instrumentalisée par des puissances étrangères qui bombardent ses écoles et ses hôpitaux. Le slogan entendu dans les rues de Téhéran il y a 2 mois était éloquent, ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran.
la seule issue durable à cette guerre, c'est un Iran libre et démocratique, choisi par son peuple, respecté par ses voisins, et intégré dans un système régional équilibré. Mais cette liberté ne peut pas être livrée par des missiles Tomahawk. Elle doit être conquise de l'intérieur, par des Iraniens qui décideront eux-mêmes de leur destin. Macron l'a dit, avec une formule qui résume tout, que le peuple iranien puisse décider librement de son destin. Ce que nous devons retenir. L'Iran tient bon, alors, que retenir de cette première semaine de guerre? L'Iran a encaissé des coups terribles. La perte de son guide suprême est un traumatisme national. Ses infrastructures militaires sont endommagées. Son économie, déjà exsangue sous le poids des sanctions, subit une pression supplémentaire. Mais l'Iran n'est pas à terre. Il tient. Il riposte. Il frappe les bases américaines dans tout le Golfe. Il ferme le détroit d'Ormuz et fait trembler les marchés pétroliers. Il utilise ses drones low cost pour vider les stocks de munitions high-tech de l'OTAN. Il montre au monde qu'une puissance moyenne, bien organisée et déterminée, peut tenir tête au rouleau compresseur américain. La leçon pour les puissances moyennes. La guerre Iran-US-Israël de 2026 restera dans les livres d'histoire comme un tournant stratégique. Elle démontre que la supériorité technologique ne suffit pas. Que la puissance économique a ses limites. Que le facteur humain, la résilience d'une population, l'organisation décentralisée d'une armée, pèsent aussi lourd que les porte-avions et les avions furtifs. Elle démontre aussi que les alliances ne sont pas éternelles. Les monarchies du Golfe, frappées par l'Iran, commencent à douter de la protection américaine. L'Espagne défie ouvertement Washington. La Turquie joue son propre jeu. Le monde unipolaire, où les États-Unis décidaient et les autres obéissaient, est définitivement enterré. Et maintenant? Personne ne peut prédire l'issue de cette guerre. Les frappes continuent. Les morts s'accumulent. L'escalade menace à chaque instant de déborder sur de nouveaux fronts, le Liban avec le Hezbollah, l'Irak avec ses milices chiites, la Syrie déjà dévastée, la mer Rouge avec les Houthis. Mais une chose est sûre, les certitudes d'avant-guerre ont volé en éclats. L'Iran, que beaucoup disaient au bord de l'effondrement, se bat. Les États-Unis, que beaucoup croyaient invincibles, s'enlisent. Israël, qui espérait une victoire éclair, découvre que les drones ne se négocient pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette guerre vous concerne. Elle concerne le prix de l'essence à la pompe, la sécurité de l'Europe, l'équilibre mondial. Elle concerne des milliers de vies humaines, en Iran, en Irak, en Israël, à Gaza, au Liban. Je veux votre avis, selon vous, la communauté internationale doit-elle imposer un cessez-le-feu immédiat, ou faut-il laisser les belligérants aller jusqu'au bout de leur logique? Répondez-moi en commentaire. Je lirai chaque message, et nous en discuterons dans un prochain épisode. Partagez cette vidéo autour de vous. Pas pour prendre parti, mais pour éclairer. Pour que chacun puisse se faire une opinion éclairée sur l'un des événements les plus importants de notre époque. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Nous avons tellement de choses à explorer ensemble, le rôle de la Chine dans ce conflit, l'avenir du pétrole, la position de la Russie, et bien sûr, l'évolution de la situation sur le terrain. En attendant, rappelez-vous une chose, dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, les premières victimes sont la vérité et les civils. Restons lucides. Restons humains. À très bientôt.